Imaginons des princes saoudiens vivant dans l'opulence. Ils habitent des palais somptueux, entourés de parcs et de gigantesques terrains de golf, aménagés en plein désert et arrosés en permanence. Ils vivent dans l'oisiveté la plus absolue, entourés d'amis, de cousins et de domestiques. Ils organisent des festins gigantesques où l'on sert au son d'un orchestre les boissons et les mets les plus fins. On pourrait se dire que ces personnes contribuent à propager les richesses dans toutes les couches de la société. En effet, ils emploient quantité de corps de métier. Des plombiers travaillant de concert avec des orfèvres pour installer de la robinetterie en or, des architectes et des historiens d'art qui reproduisent fidèlement des demeures vénitiennes le long de la piscine centrale, des peintres qui reconstituent les fresques de la chapelle Sixtine dans le hall d'entrée, des mécaniciens qui entretiennent et bichonnent la flotte de Rolls, de Jaguar et de Bentley dans les dépendances, des aviateurs, des professeurs de golf, des maîtres d'équitation, etc. Qu'aurait pensé Adam Smith de ces modes d'existence? L'aurait-il trouvé économiquement bénéfique? Pour répondre à cette question, il faut distinguer l'Adam Smith de la première et l'Adam Smith de la seconde période. À la base, Adam Smith, on l'oublie souvent, est un professeur de morale. Quand il écrit la théorie des sentiments moraux, il est encore fort inspiré, sur cette question très précise de la création des richesses, par les idées de Bernard Mandeville. Dans cet ouvrage, il expliquait, suivant cela des penseurs de la tradition écossaise, que ce sont les dépenses des riches qui fournissent du travail aux pauvres, et que l'industrie du luxe était donc bénéfique aux pauvres. Le second Adam Smith, c'est celui de la richesse des nations. Si on analyse d'un point de vue moral cet ouvrage principalement économique, on constate qu'Adam Smith l'a notamment écrit pour prouver que le désir d'enrichissement illimité est socialement bénéfique. Pourquoi? Parce que cette accumulation de richesses réelles ne se fait pas au détriment des pauvres. C'est sur ce point précis que s'opère la transformation de la pensée de Smith par rapport à la théorie des sentiments moraux. Ce n'est pas en raison de son train de vie dispendieux que le riche contribue le plus au bien-être de la société. En réalité, le riche ne consomme généralement pas énormément, plus que le pauvre. Ce n'est pas en dépensant son argent dans des biens de consommation qu'il contribue à l'enrichissement de la nation. Non, il y contribue quand il réinjecte l'argent dans le circuit économique au moyen d'un investissement productif. Il ne s'agit plus ici de quelques travailleurs qui tirent profit des fournitures qu'ils livrent au palais du riche. Ce sont des salariés qui trouvent de l'emploi dans les manufactures créées grâce au capital du riche et qui fabriquent des biens à destination de tous. La finalité du maître est d'obtenir le profit le plus élevé possible. Comment augmenter ce dernier? En employant en quantité croissante des travailleurs salariés. Dès lors, selon la théorie d'Adam Smith, ces princes saoudiens, loin d'enrichir la société, anéantissent les richesses. Leur action est véritablement destructrice de capital. Pourquoi? Parce qu'ils les consomment, ou plutôt les consument, sans en assurer la reproduction. Si la société était composée uniquement de prodigues, elle serait bientôt ruinée. Certes, l'argent échangé glisse dans les mains d'un tiers et s'en va circuler sur les marchés, mais la contrepartie de cet argent s'évapore au moment de sa consommation. Tout autre est l'attitude des princes saoudiens qui, plutôt que de dilapider leur fortune, investissent leurs capitaux dans diverses sociétés, qui financent des projets rentables ou qui créent eux-mêmes des activités, qui salarient un grand nombre de gens, activités qui, la machine une fois lancée, peuvent se poursuivre par elles-mêmes grâce aux richesses produites par le travail des salariés. Économiquement, ce second choix permet seul la reproduction et l'accroissement des richesses. Moralement, il est préférable au premier, en ce qu'il permet d'améliorer la condition d'un nombre bien plus considérable de personnes sur Terre. On a ici la réponse à la question que Smith se posait déjà dans la théorie des sentiments moraux. Comment faire coexister le désir d'enrichissement illimité et l'intérêt de tous? Réponse, en accumulant le capital. Adam Smith est finalement très écossais dans sa défense d'un capitalisme favorable à l'épargne. L'intérêt de tous, c'est d'un point de vue économique le plein emploi des ressources du travail. L'enrichissement s'exprime par l'accroissement de la capacité à salarier. Ceci explique aussi pourquoi l'inégalité des possessions, qui est une des conséquences du désir de l'enrichissement illimité, est compatible avec l'amélioration de la condition de tous. Réinvestir le capital permet de créer de l'emploi sur la terre et de contribuer de proche en proche à l'objectif de Smith, la richesse des nations.